Bienvenue à tous à ce séminaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Antonin Guillou et Guillaume Morose. Donc, séminaire joint avec l'équipe Ouragan, avec Guillaume qui donc est à Nancy et donc n'est pas chez Ouragan. Ils vont nous parler de la visualisation du complément du hymne. Et je vous laisse la parole, Antonin. Ok, ben merci. Donc c'est moi qui vais commencer. Après, je passerai la parole à Guillaume un peu plus tard. Donc comme écrit sur le transparent, c'est un travail en collaboration avec Fabrice qui est là et soumis à des questions, peu de questions de Nicolas Bergeron qui est aussi dans le public qui pourra peut-être intervenir si vraiment il y a des questions qui relèvent de sa spécialité. Donc ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un, c'est d'un, je vais y arriver. C'est d'un film, alors que je vous montrerai un peu plus tard pour des petits problèmes techniques. Donc c'est d'un film qui raconte ce qu'on appelle une fibration du complémentaire d'une duite. Donc c'est un objet géométrique que je vais vous décrire dans la première partie de l'exposé. Donc la première partie de l'exposé, on s'intéressera un petit peu à cette variété de dimension 3 qui s'appelle le complémentaire d'une duite et quelle est cette fibration qui est décrite dans le titre. Donc, ça sera une partie de topologie combinatoire, c'est-à-dire que je vous décrirai de manière topologique euh, quelque chose qui est homéomorphe à une fibration et qui se trouve à être le complémentaire d'une induite. Et dans une deuxième partie, euh, on- j'essaierai de vous donner une description polynomiale de cette fibration qui permettra après d'essayer, euh, donc premièrement, une fibration, c'est des surfaces, donc il faudra construire des surfaces à base d'un mesh. C'est une partie que vous présentera Guillaume. Et puis en conclusion, je vous montrerai justement la vidéo auquel on peut aboutir. Donc, commençons par décrire l'objet qu'on essaie de visualiser et de représenter. Donc, le début de l'histoire, c'est le complémentaire du nœud 8. Donc là, je vous ai dessiné le nœud 8 à l'écran. Si vous l'imaginez, donc il est très naturellement dans l'espace R3. Après, si on rajoute un point à l'infini, il est en fait dans la sphère S3. Et donc, il a un complémentaire, c'est une variété ouverte, dont le bord est le nœud. Alors, en général, on considère que le bord est plutôt un tore. Enfin, voilà. Euh, et ce nœud, mais surtout son complémentaire, c'est un exemple très standard dans tout ce qui est topologie et géométrie de variété de dimension 3. C'est une variété hyperbolique. Et à la fois par sa simplicité, y compris combinatoire, elle se triangule en deux tétraèdres. Bref, c'est un objet qui a été énormément étudié. Euh, donc, ce que je vais raconter aujourd'hui repose sur certaines choses de ces études qui ont eu lieu depuis, je pense, à peu près 50 ans. On regarde la géométrie de cette variété. Et une des propriétés de cette variété, c'est que c'est une fibration en tore pointé. Donc là, je vais prendre un petit peu de temps pour raconter ce que je veux dire. Vous prenez l'intervalle 0,1 et au-dessus de chaque point, en 0,1, vous mettez un tore. Donc R2 divisé par Z2. Le côté bleu, les côtés bleus sont associés, les côtés verts sont associés. Et dans le tore, vous enlevez un petit disque sous la forme de 4 quarts de disque autour des 4 sommets. Donc une fois que vous avez le recollement, ça enlève un petit disque. Oh, bah tiens, j'ignorais qu'il y avait une fonction de zoom, mais comme ça on l'a. Donc on regarde ce tore privé du petit disque fois l'intervalle. Ça donne un espèce de, ça donne un tore plein. Euh, Ça donne un net, hein, si vous voulez. Enfin, pas encore, ça donne, pour l'instant, ça donne juste un cylindre plein. Et on va recoller le côté droit, celui qui est là, au côté gauche. Mais on ne va pas le recoller tout simplement. On va le recoller en utilisant, pour recoller le membre de droite, un point à droite sur un point à gauche. On va dire que le point de coordonnées Y ici est envoyé sur le point de coordonnées 2, 1, 1, 1 fois XY. Donc 2x plus Y, x plus Y. Alors,
sans doute beaucoup d'entre vous ont l'habitude, mais cette matrice de 1, c'est une matrice à coefficient entier. Donc, elle prézèle Z2, elle est inverse à la coefficient entier, donc elle préserve Z2 dans R2. Et donc, en fait, elle est bien, ça donne bien la transformation du tore. Elle passe au quotient par Z2, donc il y a une transformation. Donc, quand on a cet objet-là, on l'appelle une suspension de, de, cette, de cette matrice, de cette transformation. Alors, sauf qu'on a enlevé un petit pic. Et c'est dit, l'énoncé dont je veux vous parler maintenant, c'est que le complémentaire du nodule, c'est la même chose de tore point que cette construction. Ah, excusez-moi. Cette construction, sauf que ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'à droite, on voit où est censé être le nœud. Donc, il faut bien se rappeler, il faut bien se rendre compte, dans la construction de droite, on considère que donc, toutes les variétés reçoivent un tore dans lequel, enfin, toutes les fibres reçoivent un tore dans lequel on a un disque. Maintenant, tous les bords des disques, donc les bords du disque rouge, vont identifier entre eux. Et c'est le bord de disque euh, qui est le nœud d'huile dans la sphère. Donc, quand il y a une application depuis la construction de droite vers la construction de gauche, cette application envoie tous les bords des disques sur ce nœud-là à gauche. Attention, il y a quelque chose qui est assez naturel. Dans la figure de droite, on a l'impression de voir une courbe qu'on a envie de coller sur le nœud, c'est la courbe rouge, celle qu'on a clairement enlevée. Pas celle-là qui est l'effet de recollement, vraiment, j'insiste. Le bord du disque rouge, chaque bord de disque est identifié toujours au nœud. Et sur le complémentaire du disque, c'est bien un homéomorphe. Ok, donc c'est pas évident hein, que cet homéomorphisme existe. Nous, on va le prendre comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui va prouver que cet homéomorphisme existe. Mais l'instant, on le prend comme voilà, ils sont très malins en topologie combinatoire des variétés de dimension et en question. La question que je voudrais poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour visualiser comment dire, c'est surprenant, ça titille la curiosité parce que c'est difficile de voir le lien entre le dessin droit et le dessin gauche. Donc justement, comment on peut faire pour visualiser mieux. Donc, donc quelques propriétés de cette fibration. D'une part, chaque copie du tore véral qui était sur le dessin droite, chaque copie est en fait ce qu'on appelle une source de Seifert. Donc là, à droite, vous voyez alors on devine un nœud qui a été plus dessiné que moi. Il y a une surface, si on prend un petit peu de temps pour la rappeler, on se rend compte qu'elle est orientée et que son bord est exactement le nœud 8. Donc on voit le 8. Exactement le même dessin que celui que j'avais fait au-dessus. Juste quelqu'un, donc Francis, en 1985, était plus fort que moi pour faire des dessins. Et une autre propriété qui va nous intéresser au moins dans la fin de cet exposé, c'est qu'il y a on peut définir beaucoup de courbes fermées dans cette topologie. Et là, je vais profiter du zoom. Imaginons que je parte du point qui est indiqué 1 ici, c'est-à-dire du point de coordonnées 1,5, 1,5, et je suis horizontalement vers la droite, j'arrive au point ici 1,5, 1,5. Okay. Mais le point 1,5, 1,5, il doit être identifié au point de coordonnées 1,5, 0. Donc, je suis arrivé, une fois que j'étais au milieu à droite, je suis arrivé ici à gauche, tout en bas. Donc là, je peux continuer à aller tout droit. J'arrive sur le point toujours 1,5, 0, qui est identifié au point 0, 1,5, point numéro 3. Hop. Donc là, j'arrive au point 0, 1,5, et la matrice A le renvoie sur le point 1,5, 1,5. Donc, quand je pars de 1,5, 1,5 et que je pars vers la droite, je fais 3 tours complets de la fibration. 3 tours, enfin, je passe 3 fois au-dessus de chaque valeur de 0,1.
Et au bout de la troisième fois, je reviens au point de départ. Ça me donne une courbe fermée. Donc voilà. Comment est-ce qu'on peut visualiser cette géométrie? Alors, je vois que ok, je vois qu'il y a des problèmes de son. J'espère que vous arrivez quand même à peu près à suivre. Ok. Comment est-ce qu'on peut visualiser cette chose-là? Alors, la première idée, c'est faire des dessins à la main. Donc, je vous ai montré tout à l'heure un dessin fait par un certain Francis en 1985. Le papier d'où j'ai tiré ce dessin s'appelle exactement Drawing Ciphered Surfaces that Fibers the 8-Knot Complement. Donc, il a écrit un papier et il a fait plein de jolis dessins pour donner le plus d'indications, d'intuitions possibles sur comment dessiner cette vibration. Sauf que quand on regarde son papier, à un moment, il est là, à cet endroit-là, il faut un exercice en imagination. C'est-à-dire que voilà, il donne des indications, ses dessins sont magnifiques et aident beaucoup à comprendre, mais il y a une certaine limite à cette approche. Ensuite, une autre approche possible, c'est de s'intéresser aux surfaces de Seifert et de dire, bon, est-ce qu'on arrive à construire une surface de Seifert associée à un nœud? La réponse est oui. Il y a un algorithme qui marche assez bien, qui s'appelle Seifert View, qui passe par une approximation linéaire du nœud, hein, par des segments, qui construit une surface polygonale et puis ensuite la lisse. Et donc là, on voit la sortie de Seifert View sur le complémentaire, sur le nœud 8. Donc ça dessine une surface de Seifert. C'est-à-dire une des tranches, une des fibres de notre fibration, une des tranches verticales sur le dessin au-dessus de l'intervalle. Il y a un petit problème avec cette approche, c'est que c'est vraiment de l'approche topologique combinatoire par des approximations polygonales. On voit pas trop comment déformer cet objet, comment suivre les fibrations, parce que on a vraiment une surface de Seifert, on n'a pas du tout tout le pinceau de surface de Seifert, toute la fibration. Donc, cette approche est très bien pour construire une surface de Seifert, mais semble limitée pour aller vers des fibrations. Et on a par contre quelque chose qui est très intéressant, qui est une inspiration directe, c'est ce qu'on appelle les fibrations de Milnor. Donc là, l'espace de ce transparent, je vais changer de nœud. Je vais m'intéresser au nœud de trèfle, celui qui est dessiné à droite sur le transparent. C'est des images que j'ai récupérées, qui ont été faites par Mathematica par un certain Dreibel-Biss. Et donc, il y a toute une théorie d'étude des singularités des fonctions complexes par Milnor et qui crée une fibration de Milnor très similaire à la fibration de nœud 8. Donc, comment ça marche? Prenons cette fonction complexe à deux variables. Premier fait que je vous affirme, c'est que si vous regardez f égale 0, ça vous donne une hypersurface ça vous donne une courbe complexe dans C au carré. Cette courbe se trouve avoir une singularité isolée en 0. Et pour comprendre la singularité isolée en 0, on regarde l'intersection de cette courbe complexe, c'est-à-dire une surface réelle, avec la 3 sphères de rayon epsilon, epsilon étant tout petit. Donc on entoure la singularité par une sphère et on regarde l'intersection de la surface, courbe complexe surface réelle, avec cette sphère. Là, on peut vérifier que quand on fait ça, cette intersection, donc une surface réelle avec une 3 sphères dans l'espace de dimension 4 réelle, ça fait bien quelque chose de dimension 1, et il se trouve que ça fait le nœud de trèfle. Et du coup, tant qu'on est en dehors du nœud de trèfle, f est non nul, et donc on peut regarder l'argument de f divisé par son module, c'est-à-dire essentiellement l'argument de f, c'est-à-dire un angle. Donc à chaque point de la sphère, sauf le nœud lui-même, on s'est associé un angle. Donc on a une application depuis l'objet de dimension 3 à la sphère privée le nœud, vers les angles, c'est-à-dire vers le cercle.
et ben, cette application est une fibration. Donc, pour dessiner la fibration, il suffit de regarder dans la sphère les points qui correspondent à l'angle alpha. Ça donne une surface réelle donnée par des polynômes et, entre guillemets, il y a plus qu'à la dessiner. Donc, je ne vais pas parler tout de suite de comment on fait pour dessiner une surface réelle. Je voudrais juste dire que là, enfin, le dessin qui est à droite, il est un peu difficile à interpréter. Quand on le regarde la première fois, on ne comprend pas bien que c'est juste une surface. On a l'impression que enfin, qu'en tout cas, il y a une composante connexe à l'intérieur de la partie verte. Donc, il faut faire attention avec ce qu'on peut dessiner, entre guillemets, rapidement par des choses genre implicit plot. Ça donne pas toujours des résultats très convaincants. Et ça, c'est surtout Guillaume qui nous en reparlera un peu plus tard. Par contre, l'idée des fibrations de Milnor, on va essayer de la garder, c'est-à-dire passer par une paramétrisation du nœud dans une sphère S3 autour d'une singularité et essayer d'en déduire que le complémentaire du nœud, pour n'importe quel point dans le complémentaire du nœud, on sait l'envoyer sur un angle. C'est comme ça qu'on va arriver à décrire notre fibration. Oui, alors, une dernière illustration, quand on varie les valeurs de alpha, on construit des surfaces différentes. Et si vous en faites suffisamment et si vous collez les images entre l'une avec l'autre, vous auriez un dessin de la fibration. Peut-être qu'à cet endroit-là, je vais dire pour une première fois quelque chose, c'est que attention, c'est une fibration de S3. Donc quand on la dessine dans R3, il y a une surface qui passe par l'infini, forcément. Et donc, c'est normal que nos surfaces, il y ait des paramètres pour lesquels les surfaces explosent. Ça fait partie de l'objet géométrique qu'on veut dessiner. Donc, on verra ça sur le film plus tard. Il y a un moment où il semble y avoir une explosion, mais elle est normale, elle doit être là. Enfin, je regarde euh, ok. Donc, on garde cette idée des fibrations de Milnor et on essaie de le faire pour le nœud 8. Le problème, c'est que les fibrations de Milnor, ça a été un objet très étudié en théorie des singularités complexes. Et l'ensemble des nœuds qui peuvent être obtenus par cette construction est classifié et le nœud 8 n'en fait pas partie. Ça ne va pas être suffisant. Et donc, on arrive à la deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on fait cette description polynomiale, premièrement du nœud, puis ensuite des fibres. Alors, quelques mots sur les paramétrisations polynomiales des nœuds déjà. Donc, il y a un résultat de Vassiliev, qui date des années 80, qui dit que tout nœud dans la sphère est l'image d'une application polynomiale, est l'image paramétrique d'une application polynomiale FGH. Donc, tout nœud est polynomial. En plus, le nœud de 8 fait partie d'une classe de nœuds particuliers qui s'appelle les nœuds à deux ponts, pour lequel on a des représentations à peu près optimales, c'est-à-dire les degrés de FGH comptés avec l'ordre lexicographique sont minimaux. Ces paramétrisations sont faites avec les polynômes de Chebyshev. Une bonne partie a été trouvée par Kozelev et Pecker. Avec Brugalet, ils ont démontré que c'était essentiellement optimal. Et puis, il y a aussi, c'est pas écrit sur le transparent, mais il y a un travail aussi auquel ont participé Tran et Rouillet pour arriver aujourd'hui à un census. Donc, tous les nœuds, Fabrice me corrigera si je me trompe, je crois jusqu'à 12 croisements. Vous pouvez trouver une paramétrisation. Enfin, vous pouvez trouver une application comme ça, T donne F de T, G de T, H de T, telle que son image soit le nœud que vous voulez, et ces paramétrisations sont faites avec des polynômes de Chebyshev. Euh, évidemment, alors là, ouais, pardon, ça allait trop vite. Euh, quand on a une paramétrisation T donne F, G, H, on peut éliminer T et on aurait le nœud comme l'intersection de deux hypersurfaces. Donc c'est la piste qu'on va suivre, décrire le nœud comme une intersection de deux hypersurfaces. Il se trouve que pour le problème du nœud de 8, il existe dans la littérature une telle description, et que on a testé un petit peu, mais pour nos objectifs, la description qu'on trouve dans la littérature est plus efficace que cette description
travers les polynômes de paramétrisation par les polynômes de Chebyshev, puis implicitation. Donc, je vous affirme le résultat suivant. Je vois que Fabrice dans le chat donne la liste, enfin le census des paramétrisations, si ça vous intéresse. Donc, résultat dû à Bernard Perron j'ai oublié la date, excusez-moi, je pensais la noter. Le complément d'une 8 dans la sphère peut être comme l'intersection d'une petite sphère autour de S et epsilon et deux hypersurfaces réelles données par le polynôme F2 qui devrait arriver. Alors, pour définir F1 et F2, d'abord, on a une espèce d'UL, ρ, et puis F1 est donné par ce polynôme, donc ρ apparaît, et F est par ce polynôme, on apparaît aussi. Des polynômes qui sont tout à fait, qui semblent tout à fait gentils, en tout cas les degrés aussi, déjà se convaincre, on est bien en bonne dimension. Hein. Dans R4, on a trois questions. F dans la sphère de rayon Malone, F, la condition de F1 et par F2, leur interaction, je pense que ce soit quelque chose de dimension 1, et il se trouve effectivement que c'est le nœud. C'est une preuve par la preuve de par déformation. Mais bon, je ne vais pas rentrer là aussi, on va le prendre. Attention, il y a quand même une petite blague, c'est quand les polynômes ne sont pas définis sur Q. Il y a une petite racine de 2 qui paraît 1, mais dont je vous aurai un peu plus tard. Ok, donc on a une paramétrisation du nœud. Alors, on peut peut-être... pardon, parce que là, que je l'ai énoncé, la sphère de petite, mais tant qu'on ne sait pas ce que veut dire pi, on risque mal à faire des représentations. Et si on étudie l'article de Bernard Perron, epsilon égale 1 fonction. En fait, pas la peine d'être sceptique. Et donc, voilà. Donc, on a vraiment un système polynôme de 3 équations explicites. Pas trop compliqué. Il faut et surtout visuel. Alors, sauf que là, cette 3 équations donnent quelque chose dans la sphère S3. Il faut passer par la procédure stéréographique pour revenir dans la sphère 3. Et là, bon, je vais vous donner le résultat pour que. Alors, le, le, le nœud 8 dans R3 est donné par fin de XYZT, F2 de XYZT égale 0, donc ça, où XYZT dépendent des 3 variables dans R3, grand X, Y, grand Z, par cette définie par ces équations. Voilà, donc là, on est content, on a une paramétrisation R3 du nœud de 8. Là, je fais un tout petit peu, je reviens sur du racine de 2, si on veut faire un certifié du nœud de 8, on va travailler avec des coefficients rationnels, donc on va prendre sous coefficient rationnel sous arithmétique d'intervalle. Pour ça, essentiellement, il faut montrer que quand on fait un tout petit peu le racine de 2, on lui permet soit une petite erreur dans un soit on le prend comme une variable et qu'on lui permet de un petit peu, ça va faire une utopie sur la courbe, mais pas changer la topologie. Et ceci est très facile à vérifier. En fait, on remplace de 2 par un intervalle arithmétique d'intervalle et on vérifie que tous les jacos que vous pourriez calculer ne s'annulent pas, ce qui garantit, si on veut proprement, ça garantit qu'il n'y a pas de changement de topologie. Et ce genre d'idées, sur lesquelles Guillaume va peut-être, en tout cas, toujours de certifier, en travaillant le plus possible, certifier le résultat qu'on donne est topologiquement. Ok, donc déjà, une description du nœud comme une intersection dans R3 de deux hypersurfaces. Comment est-ce qu'on peut le visualiser? On a l'habitude de faire ce genre de problème dans Word, que par projeter
est sur un plan, donc le plan des XY. On a une courbe plane. Attention, même si la courbe implicite dans la n'est pas très compliquée, et sa projection est tout de suite très compliquée, Guillaume remarque ce genre de problème. En tant qu'une courbe plane, on a des algorithmes certifiés de courbe plane, de tracé topo de courbe plane, c'est-à-dire qu'ils voient si dans le tracé il y a un point double, c'est point double, s'il y a une singularité, c'est qu'il y a une singularité, et inversement, si le tracé ça semble lui, c'est que c'est l'ischia. Une fois qu'on a, donc on peut faire un tracé certifié de courbe plane, et tant qu'on est sur un endroit lisse de la courbe plane, on utilise effectivement une décomposition cylindrique, c'est-à-dire qu'on est sur un endroit lisse, et ben, on a le système pour avoir au-dessus, juste se méfier des points oubliés, mais ça donne des valeurs zéro-dimensionnelles pour lesquelles on a l'algorithme. Donc, encore une fois, je renvoie à la partie que présentera Guillaume. Dessiné en 2D, on reprojette sur la X, on regarde tous les points entiers, et en dehors des singuliers, on sait que au-dessus de l'intervalle, il n'y a pas tel point singulier. On a un nombre constant d'images et qu'on est capable de suivre par des méthodes. Et donc, c'est essentiellement les mêmes techniques qui permettent d'arriver à la première chose, visualisation d'une nœud 8. Alors, là aussi, ça fait chier un peu de mais avec un peu de gymnastique, comme dirait un exercice en imagination. On arrive à dépasser ça et retrouver on est arrivé au nœud 8. Avec quelque chose qui est similaire à l'approche des fibrations de Milnor. Donc on peut se dire, poursuivons cette analogie et essayons d'obtenir maintenant des équations libres. Donc des donc on avait dit, quand on a grand X, grand Z, on est grand D, et puis petit x, petit y, petit z, petit t, sous cette forme-là. Et le nœud est défini par F1 égale F égale 0. Et pour avoir juste une surface, on va dire F1, 2, en fait, on va dire géométriquement, je vais tout de suite. Géométriquement, regarde les points grand Y, grand Z, que F1 de petit x, petit z et F2, vecteur, et dans une certaine direction. Il ne vaut pas 0, 0, parce que 0, 0, c'est le nœud. Dès qu'on sort de 0, 0, c'est le secteur du plan, non nul. Et donc, on regarde le dans lequel il pointe, c'est-à-dire, alors vu la transition que j'ai choisie, on demande à ce qu'il pointe dans la droite à angle alpha sur 2, paramétrisation donnée. Donc, on donne la direction dans une demi-droite plan, décrite par un angle, 0 et 2 pi. En équation, c'est ça. Et une inéquation, ça devient un ensemble semi-algébrique. Il y a une équation parce que, justement, si on regardait les directions totales sans la deuxième inéquation, on aurait toute une droite dans le plan et pas juste une droite. Toute une droite dans le plan passe par 0, 0, c'est-à-dire qu'on passerait par le nœud. Pas le nœud, on veut vraiment que le bord de notre surface soit le nœud. Et la condition, c'est une condition de signe. On veut d'un côté 0 sur la droite d'angle alpha. Alors, pour simplifier, beaucoup d'exemples qu'on vous donnera sont donnés pour alpha moins pi 4, comme ça l'équation devient f1 moins égale 0. Et f1 plus f2 en négatif, il ne faut pas avoir peur du alpha, hein, c'est juste une façon d'écrire, une façon de paramétriser. D'accord, donc, excusez-moi, j'ai dit un truc. Donc, on a une description polynomiale de chacune des surfaces de Eiffel. L'idée maintenant, relativement simple, c'est de dire, on va fixer plein de surfaces et puis un film. Sauf que calculer les surfaces, on a déjà vu tout à l'heure que calculer juste, enfin, représenter dans l'image du nœud, c'est pas tout à fait réel. On va passer par une courbe de degré 60 qui est ce qui est ce qu'on sait faire, mais déjà très sérieux.
là, si on essaie de faire un peu la même idée, c'est-à-dire on a une face implicite dans R3, on veut essayer de la projeter sur le plan. Si on regarde l'équation cos alpha F1 sinus alpha F2, c'est-à-dire pas l'équation, juste l'équation, on a déjà encore autre de degré 70. Ajoute l'équation, il faut ajouter la courbe de projection que je vous montrais tout à l'heure. Donc il y a ces deux l'une sur l'autre. Et si on essaie une décomposition algébrique, on va avoir des centaines de cellules, y compris petites, et qui est très gênant parce qu'en fait, la surface au-dessus, la construction, elle est lisse. Donc, le problème qu'on a sur lequel elle est lisse à bord, le problème sur lequel on arrive dans ce dessin, c'est que plein de fois où la surface devient verticale, donc dans la projection, il y a une singularité, mais c'est juste que la projection n'est pas adaptée. Donc, c'est pas la bonne approche. Du coup, l'approche, enfin, une approche qu'on a suivie pour cette surface, puis les se descendre, elle va être présentée par Guillaume qui laisse la main maintenant. Voilà, merci. Alors, merci Antonin. Donc, moi, je vais continuer sur la partie effectivement construction du mesh de façon certifiée. Donc, ce qu'a montré Antonin, effectivement, c'était que les degrés étaient assez élevés. Alors là, bon, c'est juste pour expliquer un petit peu ce qui se passe, mais c'est le théorème de Bezout. Mais déjà, si on a une surface qu'on définit avec 4 équations en 6 variables, supposons que chaque équation est de degré 3, eh bien, automatiquement, on va avoir une borne de Bezout pour la variété qui est de 81. Et donc, si on projette cette surface en 3 variables, on va obtenir un polynôme de degré 81, par exemple, en 3 variables, ce qui donne déjà un nombre de monômes très, très grand. Et donc, alors dans le cas de la surface de Cypher, donc là, le polynôme qui arrive à être exprimé en 3 variables est de degré 12. Et donc, il faut quand même imaginer que ça fait déjà de l'ordre de 12 puissance 3 hein, pour simplifier le nombre de monômes. Donc, à partir de là, une des difficultés quand on veut utiliser un algorithme de visualisation, c'est que souvent, ils vont évaluer les fonctions. Et là, l'évaluation d'une fonction, quand on regarde le nombre de monômes, en soi est en fait très lourd. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on a essayé d'améliorer ici. C'est amortir le coût de l'évaluation de la fonction. Alors, donc j'expliquerai un petit peu après. Il y a des algorithmes d'arithmétique d'intervalle. Hein. Il y a notamment une librairie qui est plutôt pas mal faite en C++ qui s'appelle Ibex, qui est une bibliothèque d'intervalle qui permet d'englober de manière certifiée des surfaces ou des courbes. Mais en utilisant ce logiciel-là sur la surface en question, ça permettait pas d'aboutir parce que l'évaluation était trop coûteuse à chaque fois. Alors, le principe ici, donc pour simplifier un petit peu les explications, je vais m'appuyer sur l'algorithme de Marching Cube. Hein. Donc, l'algorithme de Marching Cube, comment ça marche? Mettons, on a une grille en 3D, on va évaluer les signes de notre fonction sur les nœuds de la grille. Donc là, par exemple, on voit des moins, des plus, selon. Et ensuite, l'algorithme de Marching Cube, ce qu'il fait, c'est qu'en fonction des signes autour d'un cube, il va associer un morceau de surface. Et ensuite, en reconnectant tous les morceaux de surface, on obtient une surface complète. Alors, ce qu'on voit assez rapidement, c'est que mettons qu'on a une résolution cible n cube, donc petit n au cube. Pour chaque nœud, on va payer d cubes, où d est le degré de notre polynôme. Donc, on va avoir une complexité en d cube fois n cube. Et c'est là où, en fait, on va pouvoir gagner parce qu'on peut remarquer, par exemple, dans l'algorithme du Marching Cube, que les nœuds sont organisés en grilles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je me restreins au cas 2D en 2 variables pour simplifier l'explication. Donc, mettons qu'on a un polynôme en 2 variables, f de x, y. Donc là, j'ai écrit ces monômes. Hein. Donc là, pour simplifier, j'ai mis qu'il est de degré d en chaque variable. Hein. Donc, au total, il a d carré monôme.
On veut l'évaluer en n carré points. Donc, voilà, naturellement, on va avoir d carré fois n carré opération. Mais on peut être un petit peu plus malin, en fait, dans l'évaluation. Et en particulier, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, beaucoup de ces points partagent la même coordonnée en x, par exemple. Et donc, et puis la même coordonnée en y. Et le polynôme ici, qui est un polynôme bivarié, hein, donc, que j'ai réécrit ici, on peut le voir, donc là j'ai écrit comme chaque ligne, c'est un polynôme univarié en x. Et donc, l'idée, ça va être la suivante, c'est qu'on va faire des évaluations partielles. On va évaluer juste en les xi. Et donc, quand je fixe un xi, ça me donne un polynôme en y, d'accord? Et donc, je n'ai que n valeurs de xi à fixer. Et donc, pour chaque valeur de xi, je vais calculer mes polynômes en y. Donc, au total, ça va me coûter d carré pour chaque valeur de xi. Donc, au total, j'ai payé d carré n, opération arithmétique, pour calculer mes polynômes en y. Et enfin, sur chaque point, donc cette fois-ci, là, je vais en avoir n carré, je vais maintenant évaluer mon polynôme en y, qui lui n'est que de degré d. Donc là, je vais payer n carré fois d. Donc, au final, en fait, je vais avoir un coût d'évaluation totale qui est de d carré n plus d fois n carré. Donc, on se place dans le cas où la résolution est plus grande que le degré. Donc, en fait, le terme dominant, ça va être n carré fois d. Mais là, déjà, en deux variables, hein, on a gagné un facteur d. Donc, au lieu de payer d carré n carré, on ne paye plus que d n carré. Donc là, on a déjà gagné un facteur d sur l'évaluation. Et on perd strictement aucune précision sur l'évaluation. L'évaluation est juste... c'est du Horner à chaque fois. On n'a pas fait de... Là, je ne parle pas de faire de transformée de Fourier ou de choses comme ça. Donc, le calcul, le résultat est obtenu avec la même précision, si ce n'est qu'on a juste réarrangé les calculs pour éviter les redondances. Et donc, on a gagné déjà un facteur d. Alors maintenant, si on veut... donc ça, c'était pour le Marching Cube. Maintenant, si on veut en fait faire du suivi certifié de surface ou du tracé certifié de surface ou de courbe, donc là, en fait, on va utiliser de l'arithmétique d'intervalle. Donc, ça remonte à Snyder, hein, en 92, par exemple, où il propose d'utiliser l'arithmétique d'intervalle pour certifier le tracé. Et il y a notamment un théorème dans le cadre des surfaces lisses qui dit que voilà, si jamais on évalue par intervalle la matrice jacobienne associée au système qu'on considère dans une boîte et que cette matrice jacobienne a un déterminant non nul, eh bien, à ce moment-là, on peut garantir que le morceau de surface qui passe par le cube est paramétrisable par un disque de dimension 2. Donc, en fait, on a vraiment un morceau régulier de surface qui passe dans notre cube. Donc ça, c'est bien. Ça permet en plus, ça c'est l'avantage de la certification. Le deuxième avantage avec l'arithmétique d'intervalle, c'est que ça permet de faire un arbre de subdivision où on va élaguer l'arbre au fur et à mesure des calculs quand on va détecter que notre surface ne passe pas par un cube. Donc ça permet aussi d'économiser les calculs. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne se retrouve plus avec des points qui sont organisés en grille, mais on se retrouve avec un sous-ensemble creux de la grille de cubes ou de carrés. Et puis en plus, les cubes peuvent avoir des tailles différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cas? Nous, donc là, on est en 3D. Et ben, en fait, l'idée, c'est de dire, finalement, c'est pas si grave, même si on veut faire un algorithme de subdivision, parce que c'est quand même a priori plus efficace que du Marching Cube complet. Mais en fait, c'est pas si grave le fait que ce soit creux, parce que déjà, on peut remarquer que, au moins pour les deux premières coordonnées en x et en xy, si on veut représenter une surface, en fait, on a une grille qui est quasiment dense. Donc là, finalement, on va voir quand même, on va retrouver le cas dense. Et puis, bon, là, je suis dans l'hypothèse où le nombre de cubes totaux, on va considérer, est de l'ordre de n carré. Pourquoi? Parce que on va avoir en moyenne un nombre constant de cubes au-dessus de chaque point du plan xy. Donc, si on est dans cette hypothèse-là, là, c'est d'un point de vue technique,
j'utilise une structure de données qui s'appelle Compressed Sparse Fiber. En fait, c'est vraiment juste la généralisation de la structure qui s'appelle CSR, donc Compress Sparse Raw, pour représenter des matrices, par exemple, des matrices creuses. Donc, c'est une structure très standard pour les matrices creuses, et ça, c'est juste la généralisation en dimension supérieure. Donc, pour des tenseurs de dimension plus grand, de 3 ou plus. Et donc, bah, voilà, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on refait l'algorithme que j'ai évoqué tout à l'heure sur ce type de structure de données, eh bien, en fait, avec les hypothèses que j'ai là, on va payer, donc pareil, je fais des évaluations partielles en X, puis en XY, puis en XYZ. Et donc, je paye voilà, le nombre de coordonnées en X fois des cubes, plus le nombre de coordonnées en XY fois D2, plus le nombre de cubes totaux fois D. Et donc, avec les estimations que j'ai ici, en fait, on se retrouve avec D carré fois N carré au lieu de D cube N cube. Donc, en fait, on a quand même gagné un facteur qui, dans les cas qu'on considère, n'est pas du tout négligeable. Et donc, ça nous permet d'accélérer considérablement en fait, les calculs pour ce genre de... Et donc, de l'afficher correctement. Alors, je vais juste, si j'ai le temps rapidement, de faire une petite démo. Alors, hop. Donc, le logiciel est disponible. C'est un logiciel en C++ qui s'installe. Alors, j'ai testé l'installation que sous Linux. Et si j'ai un collègue qui l'a testé sous Mac. Bon, donc voilà. Donc, ensuite, concrètement, comment ça se passe? Donc, alors là, je donne. Donc voilà, c'est un logiciel en ligne de commande. Donc, ça prend en entrée un polynôme et ça donne en sortie un fichier au format PLY. C'est un fichier qui encode le mesh et qu'ensuite on visualise avec MeshLab, par exemple. Donc, bon, voilà, le fichier de polynôme, c'est vraiment ici, chaque monôme est encodé sur une ligne avec les coefficients et les degrés. Alors, je remarque ici que les coefficients sont en base 10. Évidemment, en machine, les nombres vont être représentés en base 2. Et en fait, pour éviter, pour garantir, en fait, pour certifier le résultat, chaque nombre est encodé par un intervalle. Et donc, un intervalle qui va contenir si c'est donné en flottant, qui va contenir le flottant donné dans le fichier. Ou alors, on peut donner un intervalle plus grand si on veut. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour les contraintes. Et alors ensuite, concrètement, donc voilà, bah là, la ligne qui correspond, c'est je regarde l'équation ici de ce polynôme égal à 0. Je vais l'écrire dans ce fichier. Je vais faire un arbre à profondeur 7, par exemple, ici, pour un arbre de subdivision. Et là, c'est juste des bornes sur les coordonnées en x, y, z. Donc la borne inférieure, donc lower, c'est moins 7 et supérieure, c'est 12. Donc là, c'est juste pour donner un aperçu. Donc c'est très rapide. Là, j'ai tout de suite la surface. Donc là, j'ai juste calculé des cubes. Je vous montre juste l'arbre, la subdivision en forme de cube. Donc là, par contre, j'ai pas forcément, là, je me suis arrêté à une profondeur fixée. Après, je peux m'arrêter je peux aller plus loin. C'est-à-dire que là, j'ai un moins R. Je dis voilà, je vais au moins en profondeur 7 et tant que le jacobien n'est pas inversible, je continue à subdiviser et par contre, je vais quand même m'arrêter au bout d'un moment quand j'arrive à la profondeur 15. Donc là, voilà, j'ai choisi cette profondeur et notamment ce qu'on peut voir, c'est que déjà à partir de la profondeur 11, 12, en fait, il n'y a plus de boîtes. Ça veut dire que là, toutes les boîtes ont été certifiées à ce stade. Donc là, on peut afficher la surface. Donc voilà, en fait, on voit que là, il y a juste eu quelques boîtes en plus qui ont dû être affinées, notamment, par exemple, sur certains bords. C'est probablement des endroits où la surface passait très près des nœuds de la grille. Donc, il y avait besoin de raffiner pour certifier le jacobien. Donc voilà, ça c'est pour la surface. Ce qu'on peut ensuite faire, c'est aussi calculer le mesh associé. Ça donne... Voilà, donc là, on peut rajouter. Donc là, on a le mesh. Donc là, c'est assez propre. Donc là, en fait, j'ai pris la surface égale... La première équation qu'Antonin a donnée égale à 0. Par contre, je n'ai pas encore ajouté l'inégalité. Donc déjà, ça permet quand même de voir que voilà, la surface, on arrive à la représenter de manière certifiée et propre ici. Ensuite, donc là, en fait, pour rajouter des inégalités, je rajoute le polynôme, la deuxième contrainte, et puis j'ai un petit drapeau moins S. Donc 0, ça veut dire que c'est une égalité. 1, ça veut dire que c'est une inégalité positive. Donc on met comme ça les drapeaux dans l'ordre des équations.
Et donc, bah, là, on va pouvoir rajouter l'inéquation. Donc pareil, hein, c'est quand même assez rapide. Et donc si je visualise cette fois-ci, voilà, donc là, la surface a bien été tronquée avec l'inégalité. Donc là, on retrouve en fait, la surface, le morceau que Antonin vous a présenté tout à l'heure. Bah, voilà, donc ça, c'est pour présenter un petit peu, ce logiciel et donc voilà, ça fait vraiment, ça utilise vraiment cette idée d'évaluation partielle en fait, et puis d'arithmétique d'intervalle pour certifier les calculs. Voilà, donc là, c'est la page avec, voilà, une petite description des lignes de commande et cetera. Donc je reviens, pour, pour terminer sur cette partie-là, hein, du mesh. Donc, voilà, donc d'une part, ça permet quand même de gagner d'un point de vue, complexité et nombre d'opérations arithmétiques, hein, donc ça permet de calculer beaucoup plus vite une surface et ensuite, voilà, si on veut faire varier des paramètres, ça permet ensuite de calculer éventuellement une vidéo et cetera. Ensuite, pour autant, il y a quand même encore beaucoup d'optimisation possibles. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on gagne quelques facteurs, mais en fait, on pourrait faire encore mieux parce que ce que j'ai mentionné, c'est qu'en 2D, on a quasiment une grille régulière. Et alors, à partir de là, quand on a une grille régulière, en fait, on peut commencer à utiliser des algorithmes plus malins, donc justement de type transformé de Fourier avec de l'évaluation multipoint. Donc, en fait, on pourrait aussi évaluer les coordonnées x, y en multipoint et puis faire l'arithmétique d'intervalle juste pour la coordonnée en z. Donc ça, c'est un travail en cours avec un doctorant actuellement, donc Nuan Erat, là, qui a commencé cette année. Ensuite, on a aussi voilà, d'autres possibilités. Il y a des idées aussi pour quand on a un degré un petit peu élevé, on pourrait l'approximer avec un polynôme de degré plus petit. Donc, par exemple, il y a des travaux là-dessus, justement d'ailleurs, qui passent par les polynômes de Chebyshev pour réduire le degré des monômes, par exemple, quand on s'intéresse à une précision fixée. Et puis enfin, il y a aussi, donc ça peut intéresser, enfin, il y a un potentiel aussi d'extension de ce type de travaux. C'est-à-dire que là, ce que j'ai montré, c'est que quand on organise l'évaluation d'une fonction sur des points en grille, et bien là, en fait, on va pouvoir accélérer l'évaluation de la fonction, enfin, en particulier d'un polynôme. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est parce qu'en fait, là, j'ai présenté l'algo du Marching Cube, mais il y a plein d'autres algorithmes pour calculer un mesh à partir d'une fonction implicite et qui prennent souvent en boîte noire, en oracle, en fait, l'évaluation d'une fonction ou la résolution de la fonction ou d'un système zéro-dim. Et donc, là, l'idée, ce serait de regarder si finalement, il n'y aurait pas moyen, dans ces algorithmes, de changer un petit peu l'algorithme pour réorganiser des calculs d'évaluation de points en mettant les points sur une grille, et ensuite, comme ça, pouvoir gagner un facteur sur l'évaluation de la fonction. Donc ça, c'est pour d'autres algorithmes de triangulation. Et puis, a priori, il n'y a pas de raison. Ça pourrait aussi s'appliquer pour des algorithmes de ray tracing où on va envoyer des rayons. Pareil, il suffit de les envoyer de manière régulière sur une grille et on pourrait exploiter ça pour amortir là aussi l'évaluation des polynômes de gros degrés. Et bien voilà. Et donc pour ma partie, je laisse Antonin conclure la présentation. J'arrive, voilà. Merci. Donc là, on a quelques minutes pour un peu conclure. Alors, d'abord, résumé de la session, il y a la paramétrie polynomiale, il y a des algorithmes qui viennent de présenter pour chaque valeur de calculer la surface à bord qui nous intéresse. Et j'ai écrit que le calcul de chaque surface se fait de l'ordre de la seconde, même moins. Mais du coup, on est capable de calculer l'espace pour les mèches, l'espace pour beaucoup de valeurs de paramètres. Donc là, vous avez trois exemples les yeux. Surface S alpha, en orange, le nœud, c'est le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez les surfaces. Alors, il me semble, celle-là, à partir du mesh, on est obtenu en utilisant paramètres. Bon, vous pouvez utiliser celle que vous préférez, mais on les coloré pour bien insister sur le fait qu'elles sont orientables. Hein, il y a un côté vert, un côté violet.
quel est leur bord et le nœud, pas de problème. Donc, voilà. Et on a trois valeurs différentes, donc qui correspondent pratiquement à l'angle presque zéro, l'angle pi sur 3, 2 pi sur 3 et 4 sur 3. Et du coup, je peux vous montrer maintenant le film qui enregistre. Ne marche pas. Antonin, si tu as un problème, je peux le passer si tu veux. J'arrive. Voilà. Ah, c'est bon. Donc là, on revient sur l'image d'à peu près alpha égale 1 que je fais. Donc ça tourne pour qu'on voit bien ce qui se passe. À nouveau, en le nœud et en vert violet la surface. Et on va voir qu'elle se, voilà, elle va à la direction violette, elle va dans la direction violette. On commence à voir une grosse bulle parce qu'elle va bientôt par l'infini et hop, on est passé de l'autre côté et elle se referme. Okay. Donc YouTube montre tout de suite d'autres vidéos magnifiques. Donc, voilà, en gros, la mission pour la visualisation de la fiction est remplie. Après, l'exercice rigolo, essayer de voir que chaque surface est bien privée d'un disque pour bien comprendre ce qui se passe. Mais pour conclure, il reste un problème que j'ai écrit rapidement, mais n'est pas encore lu, donc je vais vous raconter pourquoi il est, enfin, problème et pourquoi il est pas. Vous vous rappelez au début, j'ai expliqué la dynamique de j'avance droit horizontalement, et puis quand je suis arrivé à 1, je viens sur un autre point, et que cette dynamique a beaucoup de fermés. Et on aimerait bien de les dessiner fermés pour cette dynamique, et notamment c'est des questions sur lesquelles ils rentrent dans le travail théorique de l'art. Donc voilà, là on a un problème clair, on sait dessiner des vibrations. Par ailleurs, dans la description topo-combinatoire, on a un flow fini sur cette vibration, on sait comment avancer. Le problème, c'est que on n'a pas, enfin, justement, on a topologie combinatoire, on a un homomorphisme abstrait entre d'art, la vision, le tore, quadral, recollé, et d'autre part, vision donnée de la vidéo. On n'a pas d'application directe et notamment, on n'a pas de moyen de suivre explicitement les trajectoires. Ce qui est un peu normal, hein, parce que cette description topologique combinatoire, on peut la transférer par homotopie, donc on ne sait pas, on est dans l'homotopie qui fait la construction par surface implicite. Ceci dit, pour l'instant, on échoue à définir une sorte de système linéaire sur la configuration telle qu'on l'a faite, qui correspond, dont on, pour être précis, qui permet de dire qu'on est sûr que les orbites de cette dynamique soient homotopes aux orbites originales dessinées sur le tore. Donc, il y a un problème déjà technique, c'est qu'on ne sait pas quel système dynamique suivre. Et même si on savait le suivre, il y a un problème de type système dynamique chaotique. Donc, le système dynamique dont je vous ai parlé est sensible aux conditions initiales, notamment, il a un ensemble. Donc, si vous fixez une longue période, un ensemble d'orbites périodiques de périodes plus petites. Par contre, les orbites périodiques sont denses. Et inversement, les orbites denses sont elles aussi denses et forcément, elles sont même génériques. C'est-à-dire, si vous prenez de la mesure de Lebesgue un point dans le tore, a priori, il aura une orbite dense. Donc, comment est-ce qu'on peut, imaginons qu'on sait suivre la trajectoire, comment est-ce qu'on peut discrétiser pour rechercher les trajectoires périodiques? Donc, il y a des outils en système dynamique qui existent, mais c'est pas encore, on sait pas on sait pas ni définir le système très clairement comment on savait le faire, comment l'utiliser pour trouver les orbites périodiques.
parce que voilà, les faces sont compactes, mais en tout cas, si on veut les discrétiser, beaucoup de points qui peuvent suivre. Bref, on est un petit peu, pour l'instant, dans le brouillard.